Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur la réforme de la formation professionnelle. La thématique de la réforme au sens large, avec bien entendu une mise à jour des différents décrets qui ont été publiés depuis maintenant, on va dire, la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va vous proposer de démarrer par un petit sondage pour avoir simplement une idée sur les thématiques qui vous intéresseraient le plus, en sachant évidemment qu'on a été obligé, au regard de la durée du webinaire, de sélectionner les thématiques que nous considérons comme prioritaires sur ces enjeux autour de la réforme. Donc, on va vous laisser répondre, quelques secondes pour répondre, le temps que les résultats se cristallisent. Pour l'instant, le CPF l'emporte à grande majorité. Alors, vous pouvez répondre à plusieurs thématiques à la fois, hein, bien sûr. Ok, donc on a 4/5 des personnes qui sont plus intéressées par le CPF. 50% c'est autour des problématiques des nouvelles modalités pédagogiques et donc de la redéfinition de l'action de formation. Contribution, financement, 3/4 de 75%, 77%. Et puis l'émission des OPCO, l'alternance. Alors on n'aura pas forcément le temps de traiter l'intégralité de ces thématiques. Le CPF, pour rappel, on a un webinaire dédié qui est prévu au mois de juin, auquel vous avez reçu aussi une possibilité d'inscription. Et puis également sur la problématique de l'alternance, on l'abordera aujourd'hui par le biais du contrat d'apprentissage. Et on abordera également la PROA, même si on la reverra plus en détail autour d'un webinaire dédié. Voilà, bienvenue à tous et à tous. En tout cas, vous êtes 157 en ligne actuellement. Donc, je vous propose de démarrer parce que le contenu, évidemment, est relativement chargé. On va essayer de vous donner le maximum d'informations possibles. Alors, ce webinaire, il intervient en complément des ateliers réformes que nous avions animés à l'époque entre septembre et décembre 2018. Voilà, là, l'objectif, c'est vraiment de faire la mise à jour des décrets, en sachant que ces décrets, la totalité des décrets sont disponibles sur le site Internet. Donc, vous avez à la fois les décrets dans leur ensemble et puis des fiches de synthèse pour chacun de ces décrets, fiches de synthèse qui sont classées par thématique, apprentissage, CPF, PROA, fonctionnement des OPCO, mission des OPCO, contribution et autres. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet réforme du site Internet pour profiter de ces fiches de synthèse. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, on ne va pas reprendre les grands enjeux de la réforme, parce que la réforme, elle a déjà maintenant quasiment un an. Le projet de loi avait été publié au mois d'avril de l'année dernière. Simplement un rappel sur les trois grandes priorités de la réforme. Le développement de l'apprentissage, vous l'avez compris, du contrat d'apprentissage, qui est vraiment le point central de la réforme de la formation. C'est vraiment l'objectif ultime, en sachant que si concrètement les contrats d'apprentissage évoluent à la positive de manière quantitative, s'il y a plus de contrats d'apprentissage dans les années à venir, eh bien, sans doute que la réforme sera considérée comme étant un succès. Deuxième élément important, la formation des demandeurs d'emploi, même si ça vous intéresse peut-être moins directement. Le plan d'investissement compétences, ce programme d'investissement de 15 milliards d'euros sur 5 ans. Pour rappel, ce n'est pas anodin, vos entreprises vont consacrer en moyenne 0,3% de leur masse salariale chaque année, au travers de la contribution, bien évidemment, à la formation des demandeurs d'emploi. Donc, en termes de niveau budgétaire, les demandeurs d'emploi, c'est, on va dire, le deuxième grand enjeu de la réforme. Et puis, troisième enjeu, évidemment, la formation dans les TPE-PME de moins de 50 ETP, qui a fait l'objet d'un webinaire il y a quelques jours maintenant, il y a 2 jours très exactement. Voilà. Et puis, évidemment, rappeler la logique globale du système. L'enjeu de développer une culture du développement de la compétence professionnelle tout au long de la vie. Le terme compétence professionnelle, on retrouve partout, dans l'ensemble de la loi. D'ailleurs, France Compétences, les opérateurs de compétences, la logique de certification professionnelle aussi, qui vise le développement de la compétence. Développer la culture pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi, pour l'ensemble des acteurs sur le marché du travail, de prendre l'habitude de développer sa compétence professionnelle tout au long de la vie. Voilà. C'est un concept qui a été créé principalement en 2004, en 2014, mais qui sera encore renforcé de la réforme de 2018. Alors, en termes de contenu, ce que je vous propose, alors vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. On a une équipe qui va y répondre, et puis moi-même, j'y répondrai à la fin de chacune des deux parties. Alors, 2 grandes parties. Une partie sur la mise en œuvre des dispositifs d'accès à la formation suite au décret. Alors, on a choisi de ne pas tous les lister, faute de temps, principalement. Donc, on a listé les plus importants. Le contrat d'apprentissage,
la PROA qui remplace la période de professionnalisation, et puis le CPF et ses deux voies d'accès, que sont le CPF rénové et puis le CPF de transition professionnelle. Et puis, dans un second temps, on abordera la mise en œuvre du pilotage de la formation dans l'entreprise autour de 3 grandes thématiques. Comment capitaliser la nouvelle définition de l'action de formation, c'est-à-dire quelles sont les opportunités offertes par l'élargissement de l'action de formation dans le cadre de la réforme, et puis quel intérêt ça a aussi, est-ce que l'intérêt est seulement financier, est-ce que l'intérêt est également au regard des partenaires sociaux. Il y a toute une série de problématiques comme ça qu'on abordera ensemble. On abordera également la FIES, la formation en situation de travail, cette nouvelle modalité de réalisation de la formation qui est proposée par la loi. Et puis, on abordera un sujet qui, nous le savons, vous préoccupe tous, les entretiens professionnels. Donc, comment gérer les obligations sociales en matière d'entretien professionnel, en sachant que la loi a changé les règles du jeu en cours d'entretien professionnel, puisque, vous le savez, désormais, les salariés doivent bénéficier d'une action de formation non obligatoire. Donc c'est une nouveauté qu'on vous représentera tout à l'heure et sur lequel on a sans doute un peu plus de recul que celui qu'on pouvait avoir au mois de septembre, octobre dernier. Voilà, donc 2 grandes parties et des phases de questions-réponses à la fin de chacune d'entre elles. On va démarrer par la première partie, donc le premier dispositif. Alors vous allez peut-être imaginer qu'il est peut-être encore un peu tôt pour en parler de l'apprentissage, puisque la loi prévoit le transfert de compétences de l'apprentissage des régions vers les branches professionnelles au 1er janvier 2020. Mais on verra tout à l'heure qu'en fait, cette problématique de la gestion des contrats d'apprentissage par les OPCO va intervenir bien avant le 1er janvier 2020, puisqu'en fait, la question se pose dès maintenant. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, le schéma général de l'apprentissage au 1er janvier 2020. Donc là-dessus, on va pas revenir sur l'ensemble du système. Vous l'avez compris. Le grand principe, c'est que les régions laissent la main aux branches professionnelles pour le pilotage des politiques d'apprentissage en France. Donc ça, c'est la grande nouveauté de la réforme, avec derrière, on l'a dit en introduction, la volonté sous-jacente d'augmenter quantitativement le nombre de contrats d'apprentissage en France et surtout de développer une culture de l'apprentissage en France qu'on n'a peut-être pas forcément développée comme on aurait dû le faire jusqu'à maintenant. Alors, on va voir les grands principes. La première, alors là, on vous a fait un tableau un peu synthétique pour vous résumer un peu les différentes relations entre les différents acteurs dans le cadre de l'apprentissage. Donc la grande nouveauté, l'une des grandes nouveautés, c'est la libéralisation du marché de l'apprentissage qui va intervenir au 1er janvier 2020 et en fait qui en réalité intervient dès maintenant puisque les organismes de formation aujourd'hui, tout organisme de formation aujourd'hui peut depuis le 1er janvier 2019 créer une section d'apprentissage hors du périmètre des conseils régionaux. Donc un marché libre, une libéralisation du marché, on verra les conséquences tout à l'heure. Les entreprises qui vont se retrouver sur un marché ouvert, donc sur un marché qui n'est plus régulé par les conseils régionaux comme il l'était jusqu'à maintenant, avec la possibilité donc de recruter au travers une offre d'apprentissage qui va devenir de plus en plus riche au fil des mois et au fil des années, du moins on l'espère. Voilà, donc l'entreprise recrute son jeune, elle achète une prestation auprès d'un CFA, d'un centre de formation des apprentis, CFA qui doivent répondre évidemment aux problématiques qualité, aux problématiques de certification. Et puis ensuite, les opérateurs de compétences prennent le relais, voilà, donc en remplacement des réseaux consulaires qui jusqu'à maintenant assuraient le dépôt, l'instruction des contrats d'apprentissage. Donc à partir du 1er janvier 2020, ce seront les OPCO qui assureront donc l'instruction et l'enregistrement des contrats d'apprentissage sur le même modèle que ce que nous faisions jusqu'à maintenant sur le contrat de professionnalisation. Et puis le modèle de financement est également changé. Jusqu'à maintenant, les CFA étaient financés à la fois par les conseils régionaux, par une partie de la taxe d'apprentissage directement, la partie obligatoire ou la partie hors quota. Demain, les contrats d'apprentissage seront financés dans une logique coût-contrat, donc une logique que vous avez dû entendre parler récemment. Donc c'est un niveau de prise en charge en fait au contrat, voilà, avec une dimension forfaitaire qu'on verra également dans la diapo suivante. Donc un changement de modèle de financement et un changement de modèle d'élaboration, de constitution de l'offre de formation. Alors si on va plus en détail, concrètement, les nouveautés pour vos entreprises. Donc à partir du 1er janvier 2020, principalement. Donc l'offre d'apprentissage, on rentre sur un marché libéralisé, on l'a dit, piloté par les branches professionnelles. Donc une espérance d'avoir un marché qui se développe de plus en plus,
qui couvrira peut-être à terme l'ensemble des 10 000 titres et diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Et puis derrière, il y a la possibilité aussi pour les entreprises, on voit que certaines d'entre elles rentrent dans ce courant-là depuis quelques mois, la possibilité évidemment d'envisager la création de son propre CFA, de son propre centre de formation des apprentis, voilà, pour rentrer sur le marché de l'apprentissage et répondre à des problématiques de compétences professionnelles peut-être qui seraient propres et spécifiques à vos entreprises. Voilà, donc un marché libéralisé qui est le premier pari, le premier frein qui est levé au développement de l'apprentissage en France. Les types de prestataires que nous aurons sur le marché, eh bien des CFA évidemment existants qui vont continuer à prester sur le marché de l'apprentissage dans les futures années, et puis également peut-être sans doute des organismes de formation, notamment ceux qui réalisaient des prestations dans le cadre de l'alternance, dans le cadre des contrats de professionnalisation, qui vont pouvoir aussi rentrer sur le marché et développer une offre d'apprentissage de manière très simple, puisqu'il leur suffira d'avoir d'une part un numéro de déclaration d'activité et d'autre part, à partir du 1er janvier 2021, d'avoir une certification qualité élaborée par France Compétences. En termes de parcours éligible, on l'a dit, le champ du possible va s'augmenter au fil des années. Aujourd'hui, on avait une offre qui était celle qui était proposée par les conseils régionaux. Demain, on aura un marché libre qui répondra plus directement aux besoins des entreprises et à leurs besoins en termes de compétences professionnelles et en termes de recrutement. En termes d'instruction des contrats, l'instruction était gérée par les réseaux consulaires. Elle sera gérée au 1er janvier 2020 par les OPCO. Donc, sachez que tous les contrats que vous allez signer dès maintenant en 2019 seront, quoi qu'il arrive, gérés par les OPCO ensuite en 2020. Tous les contrats, j'entends, qui dépassent 1 an en termes de durée. Donc, ça veut dire que au 31 décembre 2019, l'ensemble des contrats qui étaient dans le périmètre régional des conseils régionaux et des réseaux consulaires mais seront transférés automatiquement aux OPCO. Ces derniers, derrière, assureront la poursuite et la continuité du financement. Voilà. Et puis, évidemment, tous les contrats qui démarrent au 1er janvier 2020 seront directement instruits par les OPCO. Et nous sommes d'ores et déjà, évidemment, en train de réfléchir à nos procédures d'instruction, en sachant qu'on sera plus dans une logique de dépôt, d'enregistrement des contrats. Donc, ce sera un processus relativement rapide, similaire sans doute à celui des contrats de professionnalisation aujourd'hui. Et puis, le modèle de financement au coût contrat, un point là-dessus. Le coût contrat, donc c'est un niveau de financement défini pour chacun des titres et diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ce modèle coût contrat, c'est tout simplement 10 000 € pour un BTS, 12 000 € pour une licence, 8 000 € pour un CQP, peu importe. L'avantage pour l'entreprise, c'est qu'on est sur une logique forfaitaire. Donc, cette logique forfaitaire, elle se traduit par une simplification de gestion administrative des dossiers. La logique forfaitaire, ça veut dire tout simplement que demain, on ne vous demandera plus de feuilles d'émargement, comme on avait été amené à le faire jusqu'à maintenant. On vous demandera simplement, globalement, sur l'ensemble du parcours en alternance, et bien si les objectifs pédagogiques ont été atteints, donc tout simplement si le jeune a été jusqu'au bout de son parcours, et c'est l'atteinte de la totalité des objectifs de ce parcours qui permettra de régler la totalité du parcours. Donc ça sous-entend qu'on rentre dans une logique d'assiduité. C'est l'assiduité globale qui va être mise en avant et qui permettra de régler, supposant derrière que les temps d'absence, les éventuels temps d'absence, tant qu'ils ne remettent pas en cause l'objectif principal de l'alternance, eh bien, seront également réglés par les OPCO. Donc plus de simplification administrative, voilà, et plus de la rapidité aussi dans la gestion des dossiers. Les autres nouveautés, je ne reviendrai pas dessus, on en a déjà parlé, et puis c'est relativement simple à appréhender. Il y a eu un alignement évidemment du modèle du contrat d'apprentissage en tant que tel, partiellement sur celui du contrat de professionnalisation, une extension des contrats d'apprentissage sur les moins de à partir de 6 mois, plein de choses comme ça, on ne revient pas dessus. Les possibilités de rupture aussi qui se voient assouplies. Désormais, on peut rompre de manière, avec l'accord du jeune, on peut rompre un contrat d'apprentissage après les 45 premiers jours de stage dans l'entreprise, élément qu'il était très difficile à mettre en place avant la réforme, puisqu'en général, ce type de rupture se terminait devant les prud'hommes. Voilà, donc en fait, vous voyez la logique un peu du système, c'est de lever tous les freins qui ont pu être identifiés par les pouvoirs publics et qui limitaient en fait l'accès à l'apprentissage en France. Et puis, les modalités d'aide à l'employeur aussi dans le cadre du contrat d'apprentissage ont été formalisées par les décrets.
Alors, on avait plusieurs aides jusqu'à maintenant. Désormais, donc à partir là, cette fois-ci du 1er janvier 2019, on a une aide unique à l'embauche, alors qui est réservée aux entreprises de moins de 250 ETP qui visent des contrats d'apprentissage de niveau 5 et niveau 4 éducation nationale. Donc, ça ne vise pas tout le monde, l'aide à l'embauche, c'est une aide limitée, voilà, qui vise, donc qui est organisée en 3 ans, hein, lorsque le contrat dure 3 ans, 4 125 euros, 2 000 euros pour la deuxième année et 1 200 euros pour la troisième année. Alors, en parlant d'avantages financiers, parce qu'évidemment, se pose la question de la comparaison entre le contrat de professionnalisation et puis le contrat d'apprentissage. Alors, sachez que le portail de l'alternance, géré par les pouvoirs publics, vous propose un simulateur, voilà, qui vous permet en fait de comparer le coût pour un jeune, alors suivant la taille de votre entreprise, suivant évidemment l'âge du jeune, ça vous permet de comparer le coût entre les deux contrats. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le lien qu'on vous met sur le diaporama. Donc c'est très utile. Alors évidemment, hein, de manière globale, hein, dès lors qu'on est moins de 250 ETP et qu'on vise un jeune de moins de 26 ans, le contrat d'apprentissage sera toujours plus avantageux financièrement que le contrat de professionnalisation. Après, pour les plus de 250 qui ne bénéficient pas de l'aide unique à l'embauche, les deux systèmes restent à peu près à niveau équivalent, même si l'apprentissage, en général, reste un peu plus avantageux quand même financièrement que le contrat de pro. Voilà. Alors, ce qu'on peut imaginer à terme, hein, c'est d'avoir un contrat, sur le modèle de l'alternance de demain, c'est d'avoir, pour les parcours qui visent des titres et diplômes RNCP, peut-être sans doute d'aller plutôt vers l'apprentissage. Et puis, pour les parcours qui sont non certifiants, qu'on appelle reconnaissance convention collective, et bien là, d'aller plutôt peut-être vers le contrat de professionnalisation. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur l'apprentissage et sur les différents décrets. Dernier élément sur l'apprentissage, une petite alerte. Vous savez qu'officiellement, je vous l'ai dit à l'instant, le transfert de compétences de l'apprentissage vers les OPCO et vers les branches est prévu au 1er janvier 2020. Mais pour autant, sachez que les CFA ont la possibilité aujourd'hui de créer des sections hors accords régionaux, voire même des organismes de formation peuvent créer leur CFA hors des périmètres régionaux. Et tous ces contrats-là, qui seraient gérés dans le cadre d'un hors des régions, eh bien, peuvent relèvent d'ores et déjà de la compétence en fait de l'OPCO et des branches professionnelles. Voilà, donc c'est un phénomène qui risque sans doute de se développer à la rentrée 2019. Voilà, il va y avoir sans doute des places d'apprentissage qui vont s'opérer en dehors du champ régional. Et donc là, l'OPCO sera le financeur de ces contrats, donc avant le 1er janvier 2020. Donc sur le modèle coût-contrat, hein, bien entendu, en sachant que le modèle financier, il est totalement validé, hein, puisque France Compétences a validé les coûts-contrats depuis le 1er avril. Hein, donc le modèle financier de l'apprentissage, grosso modo, est relativement clair aujourd'hui. À peu près 98% de l'offre d'apprentissage actuelle est couvert par un coût-contrat branche professionnelle. Voilà, donc sachez qu'on viendra vers vous très rapidement sur l'apprentissage pour vous permettre de répondre à vos inscriptions dans des sections d'apprentissage ouvertes hors périmètre régional. Pour les modalités de dépôt et d'instruction des contrats au sein de l'OPCO, on y travaille, on vous l'a dit. On attend également un décret, voilà, qui nous précisera un peu les modalités d'enregistrement des contrats d'apprentissage, mais on est en ce moment même sur ces enjeux-là. Et puis, concernant les modalités de règlement, les décrets ont formalisé un processus de règlement automatique des contrats d'apprentissage pour sécuriser notamment le financement, évidemment, des CFA. Et pour avoir une idée, à chaque enregistrement d'un contrat d'apprentissage de notre part, on versera une avance au CFA de 50% du coût de contrat annuel. Alors, les coûts de contrat, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais ils sont annuels. C'est-à-dire que quand on dit 8 000 euros pour un BTS, hein, c'est 8 000 euros par an, hein, parce que le modèle de coût de contrat est annualisé. Donc, le BTS, il sera en fait pris en charge à hauteur de 16 000 euros. Voilà. Donc, une avance automatique de 50% des coûts de contrat annuels par l'OPCO. Et puis derrière, deux règlements supplémentaires qui viendront compléter le financement dans une logique de financement au forfait, je vous l'ai dit, voilà, avec une simplification administrative qui sera réellement importante pour les entreprises dans la gestion des contrats d'apprentissage. Voilà ce qu'on peut se dire sur l'apprentissage. Je vous propose de passer à un deuxième modèle de dispositif de formation en alternance. Alors, on a une question.
Est-ce qu'on doit toujours faire la distinction entre apprentissage et professionnalisation? Alors dorénavant, on parle en fait d'alternance. Hein. L'alternance, c'est le triptyque. En fait, c'est un triptyque qui est composé de dispositifs de formation en alternance. Et donc le triptyque, c'est le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, et puis la PROA qui remplace la période de professionnalisation. Mais si vous prenez la contribution unique à la formation professionnelle, une partie de cette contribution est bien affectée à l'alternance au sens large. Donc aujourd'hui, on parle d'alternance plutôt que de professionnalisation, même si l'alternance finance des parcours de professionnalisation. On prendra vos questions une par une. On en a encore une petite là. Les CFA peuvent-ils ouvrir de nouvelles sections? Alors on l'a dit, oui. Hein, la réponse est oui. Depuis le 1er janvier 2019, les CFA, donc qui avaient une activité au 31 décembre 2018, peuvent ouvrir de nouvelles sections d'apprentissage hors autorisation du conseil régional. Voilà, et donc tous les contrats qui seront signés dans ce périmètre-là relèvent de la compétence de l'OPCO dès aujourd'hui, en fait, et non pas à compter du 1er janvier 2020. Voilà. Et puis également, tous les organismes de formation, hein, c'est là le principe de la libéralisation du marché, eh bien, tous les organismes de formation peuvent aujourd'hui, depuis le 1er janvier, rentrer également sur le marché de l'apprentissage. Qui choisit entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, entreprise ou CFA? En principe, c'est l'entreprise. Hein, mais évidemment, le CFA ou l'organisme de formation peut être une bonne ressource pour conseiller l'entreprise dans le cadre de sa relation de clientèle avec son client. Alors, où est-ce qu'on trouve le montant des coûts contrats? On le trouve à la fois on le trouve aujourd'hui sur le site de France Compétences, puisque c'est France Compétences qui a validé les coûts contrats qui étaient proposés par les branches. Et on va le trouver aussi prochainement, très rapidement, sur le site d'EFI, évidemment, puisqu'on va vous mettre à disposition l'ensemble des coûts contrats qui ont été validés pour l'ensemble de nos 5 branches professionnelles. Voilà pour le contrat d'apprentissage. Reconversion, promotion par l'alternance. Donc ce dispositif remplace la PROA. Il reste encore aujourd'hui à la fois méconnu et peu utilisé par les entreprises. Il est opérationnel depuis le 1er janvier 2019. Alors, la PROA, elle a été précisée par un décret depuis la parution de la loi. L'idée, c'est de bien comprendre l'esprit du système. La PROA, c'est quoi? C'est au-delà de toutes ces règles juridiques qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Il faut considérer la PROA comme un contrat de professionnalisation. Hein, c'est exactement comme un contrat de professionnalisation, mais qui est destiné non pas à des jeunes ou à des demandeurs d'emploi adultes en dehors de l'entreprise, mais qui est destiné aux salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise. Et donc, cette comparaison avec le contrat de professionnalisation va vous permettre de comprendre les différentes règles qui composent sa mise en œuvre et qui peuvent paraître parfois un peu compliquées à gérer, un peu coercitives pour les entreprises. Alors, si on rentre dans le détail, l'objectif de la PROA, c'est de permettre de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle. Dans tous les cas, on va viser un niveau de qualification professionnelle qui est supérieur ou égal au niveau de qualification initiale de la personne. C'est-à-dire que très concrètement, un salarié qui a un niveau BTS ne peut pas envisager un bac pro, par exemple, dans le cadre de la PROA. Voilà, c'est pas possible. On vise soit l'équivalent, soit plus. En termes de public éligible, le public est plus restrictif que n'était la période de professionnalisation, vous l'avez compris. Hein, on vise les salariés qui ont un niveau de qualification maximum bac plus 2, donc BTS, DUT. Alors le décret est un peu mal formulé puisque le décret nous explique que sont visés les salariés qui ont un niveau de qualification inférieur au niveau licence. Bon. Donc c'est bien niveau maximum bac plus 2. Voilà, donc ça c'est une première restriction, la restriction en termes de public. Ensuite, en termes de parcours éligible, le type de parcours éligible est plus restrictif que ceux qu'on pouvait trouver en période de professionnalisation, puisque sont exclus de la PROA désormais, depuis le 1er janvier 2019, les formations inscrites à l'inventaire. Vous savez, ces formations courtes, CACES, Boulat, TOEIC, voilà. Alors on ne parle plus d'inventaire, maintenant on parle de répertoire spécifique. En tout cas, on ne peut plus financer des formations de ce type dans le cadre de la PROA. Donc dans la PROA, on peut financer 3 types de parcours. Les diplômes ou titres RNCP, donc les 10 000 titres et diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, toujours cette logique d'accès, de développement à la certification professionnelle en France. Les CQP et les CQPI de branche, bien sûr, les diplômes de branche. Et puis dernier item, troisième item,
les qualifications reconnues dans la classification des emplois d'une convention collective de branche. Bon. Alors cette catégorie-là, elle est un peu compliquée à appréhender. Lorsqu'on parle de parcours éligible en reconnaissance convention collective, on vise deux grands types de parcours. On vise soit un parcours de formation, donc par essence non certifiant, qui peut être réalisé en formation externe ou en formation interne, ou les deux, ou à distance, peu importe. Une formation qui vise une évolution dans la classification des emplois, donc avec une évolution de coefficient dans la classification des emplois de votre branche professionnelle. Je suis dans la pharma, je passe d'un niveau, on va dire, 4 à un niveau 5, par exemple. Ça, c'est le premier type de parcours en reconnaissance convention collective. Et le deuxième type de parcours, alors là, que si vous avez ce type de projet, je vous invite par avance à le valider en amont avec votre conseiller formation. C'est une formation qui viserait l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles sur un nouveau poste de travail, mais d'un niveau équivalent à celui initial. C'est-à-dire qu'on change de poste de travail, mais pour autant, il n'y a pas l'exigence d'une évolution dans la classification des emplois. Voilà. Ça, c'était histoire un peu de clarifier cette problématique de qualification reconnue par une convention collective de branche. Voilà, en sachant que ce type de parcours doit être validé, je le répète, par votre conseiller en amont. Concernant les modalités de mise en œuvre, il n'y a pas de particularité spécifique. Ça peut se faire en totalité sur le temps de travail effectif, en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans une limite de 30 heures. Hein, vous le savez, le plafond d'heures hors temps de travail dans le cadre du plan de formation a été fixé à 30 heures par an, sauf accord d'entreprise dérogatoire. Donc, en majeure partie, ce sera sur du temps de travail effectif. On est sur un modèle, vous l'avez compris, de formation longue. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, la nécessité, évidemment, de formaliser un avenant au contrat de travail. Hein, donc, ça traduit quand même l'importance de ce parcours de professionnalisation. Hein. Ce n'est pas un parcours anodin, c'est vraiment un parcours qui a des enjeux en termes d'évolution du salarié, soit en passant par un diplôme, soit en passant par une reconnaissance convention collective. Donc, on a un modèle d'avenant au contrat de travail qui est disponible sur notre site internet également, et, entre les mains de nos conseillers. Et puis, dans les prochaines semaines, devrait paraître un CERFA qui sera calqué un peu sur celui du contrat de professionnalisation. En termes de modèle de financement, la quasi-totalité de nos branches professionnelles se sont fixées sur leur taux 2019. Hein, donc, ces taux sont disponibles en ligne, je ne reviens pas dessus. On prend en charge uniquement les coûts pédagogiques avec l'absence de possibilité de prise en charge des frais annexes et de la rémunération. Concernant le minimum d'heures, on l'aborde juste dans la diapo suivante. Voilà, donc des spécificités à la pro. Hein. Un avenant, un public restreint, un financement donc à l'heure de formation, un financement classique que vous connaissiez par le passé sur la période de professionnalisation. Et puis, vraiment, je reviens là-dessus, c'est vraiment les points d'importance qu'on vous donne. Des conditions de mise en œuvre similaires au contrat de professionnalisation, ça se traduit par des impacts lors de la formalisation du parcours avec le salarié. Il y a des durées minimales et des durées maximales qui sont strictement identiques à celles du contrat de professionnalisation. Durée minimale, 6 mois. Durée maximale, 6, 12, 24, 36 mois. On peut évidemment être entre les deux. Ça peut être 30 mois, ça peut être 18 mois. Voilà, mais on est vraiment sur les durées minimales et maximales du contrat de professionnalisation. Il y a également un respect à avoir, et ça c'est fondamental, puisque ça traduit en fait l'obligation d'alternance dans le cadre des parcours. Il y a également un élément, une prudence à avoir sur les durées minimales de formation par rapport aux durées totales de la PROA. On retrouve le même mécanisme que dans le contrat de pro, avec des durées minimales et maximales de formation qui vont varier suivant vos branches professionnelles. Qui varient entre 15%. La durée de la formation doit être à minima entre 15 à 50% maxi, 75 dans le pétrole, par rapport à la durée totale de la PROA. Voilà, donc ça c'est important et ça a un impact sur la formalisation des programmes de formation que vous pouvez nous proposer lors des demandes de prise en charge. Les programmes de formation doivent en principe prévoir un planning de formation en alternance avec les temps dédiés à la formation théorique et puis les temps dédiés à la mise en situation pratique en entreprise. Et ça, c'est une pratique dont on n'avait pas forcément l'habitude dans le cadre des périodes de professionnalisation. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de manière globale sur la PROA. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de combiner des PROA avec du CPF, alors qu'on pouvait le faire par le passé avec les périodes de professionnalisation.
Et on ne peut plus également mobiliser des blocs de compétences d'une certification directement dans une pro. Voilà. Je ne vois pas vos questions là, je n'ai pas de retour de mes collègues. Donc pour l'instant, on va passer au troisième dispositif, le CPF, évidemment. Donc le CPF, les deux voies d'accès au CPF, le CPF rénové, qu'on qualifie de rénové, et puis on fera un petit point rapide sur le CPF de transition professionnelle, même si, vous l'avez compris, ce n'est pas l'OPCO qui gère ce type de dispositif, ce sont les fonds gestifs en 2019 et les CPIR qui seront des émanations des fonds gestifs à partir de 2020. Alors concernant le CPF 2019, on va pas revenir sur les fondamentaux, hein. Vous les connaissez, un mécanisme de capitalisation en euros, donc une monétisation du CPF pour simplifier la compréhension du dispositif vis-à-vis de ses titulaires, et puis aussi pour ne plus lier le tarif à la durée des formations. Voilà. Donc vous le savez, les heures DIF et CPF acquises entre 2015 et 2018 sont converties à hauteur de 15 € de l'heure depuis le 1er janvier 2019. Et puis ensuite, on a un mécanisme de capitalisation progressive à hauteur de 500 € par an à partir du 1er janvier, 800 € par an pour les salariés qui ont un niveau 6 éducation nationale. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de nouveauté. Tout ce qu'on avait pu se dire en septembre a été confirmé par les décrets sur cette thématique-là. En termes de formation éligible, on a un champ du possible qui est beaucoup plus large que par le passé. On vous l'avait déjà dit à l'époque. Jusqu'à présent, le champ du possible était limité par l'existence des listes de branches, vous savez, les fameuses listes COPANEF, COPAREF, CPNE, qui venaient limiter en fait les possibilités de certification des titulaires. Les listes ont été supprimées depuis le 1er janvier. Donc désormais, c'est le champ des 10 000 certifications RNCP, blocs de compétences inclus, et puis l'ensemble des certifications inscrites à l'inventaire, plus évidemment ne pas oublier les CQP et les CQPI de branche qui sont toujours là, et donc qui sont éligibles, soit à peu près 14 000 certifications éligibles en mai 2019. VAE, bilan de compétences, sont toujours éligibles aussi au CPF, le CLEA, le socle de connaissances et de compétences de base également, les permis de conduire, et puis les actions à destination des créateurs d'entreprises. Les blocs de compétences sont accessibles, donc ça c'est intéressant. Hein, il peut être intéressant pour un titulaire d'aller puiser dans un morceau de titre RNCP, de certification RNCP, qui permet d'augmenter encore l'offre disponible pour les salariés. Et puis, on parle désormais donc de liste universelle, donc c'est la liste de l'ensemble des certifications éligibles, voilà, qui est disponible sur moncompteactivité.gouv.fr. En termes de financement, l'OPCO reste le financeur sur 2019, et puis en 2020, à partir du 1er janvier, peut-être un peu plus tard, mais officiellement c'est toujours le 1er janvier, c'est la Caisse des dépôts qui prendra le relais, et donc qui gérera directement les compteurs, les demandes de financement, les règlements, au travers notamment de la fameuse application CPF, de l'applicatif CPF, qui doit apparaître vers le 15 octobre 2019. Les modalités de mise en œuvre n'ont pas changé. Alors, il y a eu des petits débats sur les modalités d'accord de l'employeur. Dans le cadre du CPF pré-réforme, on demandait à son employeur une autorisation d'absence et une autorisation sur le projet de formation. Et suite à la réforme, on ne demande plus qu'une autorisation d'absence. Et certains ont été jusqu'à dire que du coup, un employeur ne pouvait pas refuser une demande de son salarié. Mais c'est faux. Hein, ce n'est pas parce qu'on ne demande qu'une autorisation d'absence que l'employeur ne peut pas la refuser. Et les employeurs sont toujours en droit de refuser, de manière, je pourrais dire, même perpétuelle, le projet d'un salarié, si ce projet n'est pas partagé, ne rentre pas dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Et dans ces cas-là, le salarié pourra réaliser un CPF qu'on appelle titulaire seul, et donc réaliser sa demande de financement directement aujourd'hui auprès de l'OPCO, auprès de notre service dédié, et puis demain auprès de la Caisse des dépôts sans l'accompagnement entreprise. En termes d'abondement, les financements ont évolué. Voilà, on vous avait mis les budgets potentiels en termes de CPF. Sachez qu'un salarié qui a ses budgets à stock au 1er mai 2019, il a potentiellement un budget de 3 240 € sur son compteur. Les abondements, alors vous savez, il y a une politique d'abondement qui est pérenne pour les OPCO en 2019. Donc l'idée, c'est évidemment d'en profiter, bien entendu. Alors cette politique d'abondement, on le sait, elle est moins avantageuse financièrement que ce que vous avez pu connaître par le passé. Alors je ne sais pas si ça rend très bien sur l'écran, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que
Sur les langues, malheureusement, il n'y a plus d'abondement. Donc, l'OPCO ne va financer que le compteur de l'individu. Hein, donc, on financera dans la limite des euros disponibles sur le compteur de l'individu. Voilà. Et puis, pour l'ensemble des autres formations hors management et hors CQP de branche, on apporte un abondement de 3 000 euros, voilà, disponible sur le compteur. Alors, attention, quand on parle d'abondement de 3 000 euros, c'est un abondement qui intègre en fait le disponible sur le compteur. C'est-à-dire que si un salarié a 2 500 euros sur son compteur, on va proposer un abondement dans la limite de 3 000 euros, de 35 euros de l'heure, et cet abondement de 3 000 euros intégrera d'ores et déjà les 2 500 euros disponibles sur le compteur. Donc vous me direz, l'abondement de l'OPCO, en réalité, il n'est que de 500 euros et non pas de 2 500 euros. Voilà. Donc cet abondement, il prend toujours en compte le disponible sur le compteur de l'individu. Alors, si on essaye de réfléchir et de prendre un peu de recul et de réfléchir aux différentes possibilités d'intégration du CPF dans la politique de formation d'entreprise, parce que c'est ça l'enjeu, hein, au-delà des règles juridiques, au-delà des règles techniques, l'enjeu, c'est bien d'arriver à intégrer le CPF dans sa politique de formation et que le CPF puisse participer au dialogue social de la formation dans l'entreprise, que ce soit au travers d'accords d'entreprise ou que ce soit dans la relation unilatérale employeur-salarié. Alors, on pourrait imaginer 4 niveaux d'intégration du CPF. Tout d'abord, le premier niveau, le niveau de base, hein, c'est développer une simple information à ses salariés. Voilà. Ça, on va dire que c'est le niveau par défaut d'intégration du CPF. Hein, donc, un accompagnement dans l'accès administratif au CPF, dans la connaissance du dispositif, voilà, avec un champ d'opportunité qu'il convient d'avoir en tête quand même, c'est les heures diff. Puisque vous vous souvenez, les salariés ont conservé les heures diff acquises au 1er janvier 2015 et ces heures diff seront supprimées au 31 décembre 2020 si ces dernières n'ont pas été engagées à cette date, c'est-à-dire si elles n'ont pas été mobilisées pour un projet de formation. Donc il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus. Le DIF, c'est à peu près 1 800 euros de budget si on a 120 heures de DIF. Voilà, et c'est vrai que développer l'information aux salariés à minima pour les inciter à consommer ces heures DIF qu'ils seront amenés à perdre dans l'année prochaine, ça peut être quand même une opportunité intéressante à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les individus eux-mêmes. Voilà. Puisqu'on a eu confirmation de plus que la Caisse des dépôts devrait sans doute fermer les compteurs DIF au 1er janvier 2021. Hein, on avait des interrogations à l'époque et apparemment, ce qui était prévu devrait être confirmé en fin d'année prochaine. Le deuxième niveau d'intégration du CPF, c'est l'idée de se dire, il est possible, il est envisageable de mettre à disposition une offre de formation éligible, donc un catalogue de formation éligible qui a été normé en amont, qui a été validé, dont on est certain que les parcours sont éligibles au dispositif, mais pour autant sans proposer d'abondement entreprise. Voilà. L'avantage, c'est que si vous proposez par exemple une offre qui se réaliserait intégralement sur leur temps de travail, eh bien ça n'a pas d'impact budgétaire ni organisationnel sur l'entreprise, hein, puisque le salarié réalise son parcours de formation hors temps de travail effectif. Et puis si vous proposez une offre également compatible avec le temps de travail effectif, eh bien le seul impact financier pour vous, ça sera un impact sur le maintien du salaire. Mais il n'y aura pas un impact sur les coûts pédagogiques, puisqu'il n'y a pas d'abondement entreprise qui sont prévus dans le cadre de ce second niveau. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, si on va un peu plus loin, et c'est l'objectif de la loi, hein, c'est de développer la logique de cofinancement du CPF. Hein, le CPF n'est plus un dispositif qui est destiné à financer l'intégralité d'un parcours de formation, et à terme, il nécessite sans doute l'intervention financière de l'entreprise. Donc, mise à disposition d'une offre de formation avec abondement spécifique, voilà, financée directement par l'entreprise ou par l'intermédiaire de l'OPCO dans le cadre de versement volontaire, le système de versement volontaire que vous connaissez jusqu'à présent. Et puis, quatrième niveau, abonder certaines formations par un système d'accord collectif. Donc là, c'est le niveau, on va dire, supra, hein, dans la politique d'intégration. Donc l'idée, c'est de dire, on dépose un accord collectif auprès de la Caisse des dépôts. Alors sachez qu'il y a un portail spécifique qui est prévu par la Caisse des dépôts pour être le réceptacle de ces différents accords collectifs qui seront signés par les entreprises. Et puis dans ces cas-là, dès lors que des salariés sont tagués, entre guillemets, relevant d'un accord collectif d'entreprise, eh bien la Caisse des dépôts reversera directement les droits monétisés des salariés de l'entreprise dès lors que des projets de formation seront montés par l'entreprise ou par le salarié lui-même. Voilà, donc ça, c'est une simplification administrative en fait qui permet, ça instaure un circuit financier qui permet à la Caisse des dépôts de reverser
les fonds disponibles sur les compteurs aux salariés. Et ces derniers étaient utilisés pour régler l'organisme de formation. Et reste une question sur laquelle on n'a pas encore la réponse, c'est est-ce que vous aurez la possibilité, dans cette situation-là, de déléguer à l'OPCO la gestion de ces fonds dans le cadre d'une offre de services dédiée OPCO. Ça reste à voir. Donc vous voyez, il y a 4 différentes modalités d'intégration qui sont progressives et qui peuvent être des bonnes bases de réflexion dans le cadre de vos problématiques autour du CPF. Une question, plusieurs questions. On va les prendre. Alors, OPCO. C'est celle d'en dessous du CPF, pardon. Alors, on augmente les offres du CPF et on réduit le financement. Où est la logique? Alors, la logique des pouvoirs publics, elle est d'augmenter le niveau de consommation des CPF tout en restant sur un même niveau d'investissement au départ. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de contribuer plus à la formation que par le passé. Les niveaux d'investissement, c'est toujours, pour les plus de 11, 1% de votre masse salariale brute. Donc, il y a une volonté de développer quantitativement les CPF. On a même eu des chiffres, 2 à 3 fois le niveau de consommation du CPF, mais tout en maintenant un niveau de financement identique, voire même peut-être un peu réduit, puisque cette réforme, c'est aussi une logique de priorité, et la principale priorité étant l'alternance et l'apprentissage. Donc la logique, c'est celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire le CPF n'est plus un dispositif destiné à financer intégralement un coût pédagogique, et donc il y a l'obligation d'investissement soit de l'entreprise, soit d'autres financeurs, les pôles emploi pour les demandeurs d'emploi, soit le salarié lui-même, éventuellement, s'il est amené à vouloir mobiliser un parcours qui n'intéresse que lui, qui vise un projet personnel, et dans ce cas-là, c'est le salarié lui-même qui serait amené à financer. Donc la logique, elle est celle-là. Peut-on refuser un CPF? Oui. Combien de fois? Autant de fois que vous le souhaitez, bien évidemment, en ayant quand même des motifs qui soient entendables, légitimes, qui ne soient pas totalement arbitraires, pour éviter un conflit avec le salarié ensuite. VAE compris, oui, si c'est une VAE dans le cadre de CPF, on peut également la refuser. Ce qu'on refuse, c'est un CPF, ce n'est pas le parcours qui est inscrit dedans. Les frais formateurs peuvent-ils les financer sur le CPF? Eh bien, plus aujourd'hui, non. Les frais formateurs, ça dépend ce que vous entendez par frais formateurs, c'est peut-être les frais annexes des formateurs. Si vous parlez des frais annexes des formateurs, dans ce cas-là, chez nous, en tout cas, les frais formateurs sont assimilés à des coûts pédagogiques et donc ils sont pris en charge dans le cadre des fonds disponibles sur les compteurs des individus plus abondement. Et si c'est des frais formateurs de formateurs internes, oui, il est possible de financer de la formation interne dans le cadre du CPF, mais pas sur toutes les certifications, vous vous en doutez, puisque toutes les certifications ne sont pas éligibles à la formation interne. Voilà, les CACES sont-ils toujours éligibles au CPF? Oui, CACES et recyclage également, qui sont éligibles au CPF. Voilà. Le CPF de transition professionnelle, là-dessus, donc, c'est le dispositif, la deuxième voie d'accès au CPF, qui remplace le congé individuel de formation. Sur les modalités de mobilisation, on est sur le même modèle que le congé individuel de formation, un mécanisme d'autorisation d'absence, une impossibilité de refus de l'employeur. On ne peut que décaler le départ en formation de l'individu. Voilà, les vraies nouveautés en matière de transition professionnelle qui ont été validées par les différents décrets, ce sont les suivantes. On est dans une logique, on vous l'avait déjà dit à l'époque, mais ça a été confirmé par les décrets, on est dans une logique dans laquelle il y a un contrôle plus important qui est opéré sur le choix du parcours de formation qui est validé par le salarié. Il y a tout un processus qui s'est mis en œuvre. Donc, on vise toujours des formations certifiantes, RNCP, toujours les mêmes, les 10 000 titres et diplômes. On peut bénéficier d'un accompagnement CEP, Conseil en évolution professionnelle, qui est facultatif, mais qui sera sans doute au fil des années fortement recommandé par les financeurs, FONGECIF, CPIR. Et puis, la petite nouveauté, c'est qu'il y a une obligation de positionnement préalable obligatoire par l'organisme de formation. C'est-à-dire que chaque OF, avant de déposer un dossier, devra positionner le salarié, vérifier ses prérequis, vérifier parfois que le salarié dispose de certains prérequis et donc pourrait être sans doute dispensé d'une partie de la totalité du parcours de formation. Donc il y a cette volonté-là, en fait, d'avoir des parcours qui soient plus courts en termes de durée. Ça, c'est important. Et ce positionnement, il fait partie intégrante de la demande de prise en charge auprès des fonds GESIF. Mobilisation obligatoire des droits CPF. Le principe de financement, il est simple. Le salarié met sur la table ses euros disponibles sur le compteur
Et le FONGECIF apporte un complément de financement à hauteur à la fois des coûts pédagogiques, des frais annexes et de la rémunération, avec des règles spécifiques pour les rémunérations qui sont supérieures à 2 fois le SMIC. En gros, le principe, c'est que 100% des rémunérations sont prises en charge dès lors qu'on va jusqu'à un plafond de 2 fois le SMIC, et ensuite c'est un mécanisme dégressif. Et puis une dernière nouveauté sur le CPF de transition professionnelle, donc qui se veut plus contrôlé, je le répète, dans son contenu, c'est en termes de reversement des rémunérations par les FONGECIF. Il y a une petite nouveauté pour les entreprises de moins de 50 ETP. Elles n'auront plus l'obligation, comme c'était par le passé, d'avancer la rémunération et de se faire rembourser par le financeur derrière. Les rémunérations seront directement prises en charge par le FONGECIF. Voilà, pour le CPF de transition professionnelle. On verra peut-être dessus tout à l'heure aux questions-réponses. Les enjeux 2019. Il est 12h15. On vous a donné beaucoup d'informations, donc on va se prendre 10 minutes de plus. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à tenir le chrono. 10 minutes de plus pour les principaux enjeux 2019 qui sont importants aussi. Donc, utiliser les nouvelles définitions de l'action de formation, mettre en œuvre la formation en situation de travail, et puis comment gérer les obligations sociales en matière d'entretien professionnel. Alors, sur la redéfinition de l'action de formation, vous en avez entendu parler. L'idée, c'est de sortir du schéma historique de la formation en France, qui était articulé autour de la logique du présentiel. Des formations en présentiel qui devaient répondre à des enjeux en termes d'objectifs pédagogiques, de programmes, de moyens pédagogiques, de validation des acquis. L'action de formation était extrêmement formalisée dans son contenu et n'est plus adaptée aujourd'hui aux nouvelles modalités d'apprentissage en entreprise, aux nouvelles modalités de formation à distance, au parcours en blended, etc., etc. Donc il y a une volonté de reconnaissance de la part des pouvoirs publics de dire, voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'accès à la compétence professionnelle, et on doit se détacher du moyen qui était incarné jusqu'à maintenant par l'action de formation. Donc simplification de l'action de formation. L'action de formation, c'est désormais un parcours pédagogique, donc un minimum de pédagogie dans l'organisation du parcours et du transfert de compétences, qui vise une compétence professionnelle directement utilisable sur un poste de travail. Voilà, ce sont ces deux items. Et donc, du coup, eh bien, on élargit largement le champ du possible en termes de parcours éligible à la définition de l'action de formation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que concrètement, depuis le 1er janvier 2019, eh bien, des parcours qui n'étaient pas éligibles jusqu'à maintenant vont pouvoir l'être, peuvent l'être dès maintenant. Donc, toutes les pratiques de co-développement, on peut en trouver des dizaines, les MOOC, les POOC, toutes les solutions en termes de blended learning, qui mélangent du présentiel et à distance, les serious games, les colloques séminaires, qui relevaient jusqu'à maintenant de l'information et qui rentrent désormais dans le champ de la formation professionnelle. Dans un colloque, on a un minimum de pédagogie et on développe quand même des compétences professionnelles. Donc, ça rentre intégralement dans la définition de l'action. Les formations en situation de travail, on va revenir dessus juste après, les formations sécurité, etc., etc. Donc, très concrètement, ça traduit quoi pour vous? Ça traduit évidemment, la première conséquence, c'est de pouvoir bénéficier de l'innovation pédagogique dans laquelle vont s'engouffrer, et dans laquelle ils se sont déjà engouffrés d'ailleurs, les organismes de formation. Voilà, qui d'ailleurs disaient souvent à l'époque qu'ils étaient un peu freinés dans leur innovation par les financeurs et notamment par les OPCA. Donc ça, c'est la première conséquence, des modalités pédagogiques plus larges qui sont intéressantes pour les entreprises. La deuxième conséquence, c'est en termes de valorisation des actions de formation auprès de vos partenaires sociaux. Vous allez pouvoir désormais inscrire dans la présentation que vous faites de vos plans de formation beaucoup plus de pratiques pédagogiques que vous ne pouviez le faire par le passé. Voilà. Et puis également en termes de financement, dans le cadre du CPF, dans le cadre du plan de développement des compétences, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des financements sur certains types de parcours que vous ne teniez pas par le passé. Donc c'est fondamental, cette redéfinition de l'action de formation. C'est vraiment l'enjeu d'introduction. On se focalise sur l'atteinte de la compétence, quel que soit le moyen pour y parvenir. C'est un peu ça l'idée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait de la pédagogie, il faut qu'il y ait des compétences professionnelles qui soient visées, mais dès lors qu'on respecte ces deux critères, on peut valoriser ça dans son plan de développement des compétences. Deuxième nouveauté, la FEST, la formation en situation de travail. Alors, là, l'idée, elle est très simple. Elle est de dire que, vous savez, vous connaissez le 70-20-10, qui est assez célèbre. On apprend 70% de ses connaissances auprès de ses collègues. On en apprend 20% en situation de travail et 10%
auprès de ses collaborateurs. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que désormais, la situation de travail, la formation en situation de production, elle permet de développer aussi ses compétences professionnelles et il faut pouvoir la reconnaître officiellement, légalement dans le Code du travail. Hein, donc, c'est ça l'idée. Alors, le législateur a prévu 4 composantes dans la formation en situation de travail et 4 items à respecter pour que la formation en situation de travail soit considérée comme une situation apprenante. Premier critère, on doit analyser l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques. Ça, c'est relativement simple. Hein. Vous avez un poste de travail. Toutes les situations ne sont pas apprenantes, bien évidemment. Donc, il convient d'identifier les bonnes situations apprenantes, de les traduire dans un programme et puis, derrière, de les mettre en œuvre dans le cadre du parcours de formation. Donc, ça, c'est le premier élément, un travail préalable de réflexion autour du poste de travail pour identifier les phases qui permettent le mieux de développer les compétences professionnelles qui lui sont rattachées. Deuxième élément, la désignation préalable d'un formateur ou d'un tuteur. Alors, on n'exige même plus le terme de formateur, c'est formateur, tuteur, peu importe. En tout cas, d'une personne qui va accompagner le processus pédagogique dans le cadre de la formation. Troisième temps, la mise en place de phases réflexives. Alors, les phases réflexives, hein, c'est relativement simple aussi à appréhender. Hein. C'est au-delà de la formation en situation de travail, qu'on vient de mettre en place des temps de réflexion, de pause, voilà, qui vont être destinés à des fins pédagogiques, qui vont être destinés à tirer enseignement hein, des situations de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les compétences affichées par le salarié et puis les compétences attendues. Voilà, donc d'avoir des temps vraiment de pause dans le processus pédagogique pour accompagner le séquençage pédagogique et puis la progression pédagogique de l'individu. Et puis, dernier élément, alors ça c'est un élément fondamental quand même dans la logique d'action de formation, c'est de prévoir des évaluations spécifiques hein, qui vont jalonner et conclure l'action, voilà, pour s'assurer bien évidemment que le transfert de compétences s'est bien opéré en situation de travail. Voilà. Alors la FEST, on entend beaucoup parler, c'est pas un dispositif de formation en tant que tel. Hein, la FEST, c'est une modalité de réalisation de l'action de formation. Hein, alors, quand on parle de parcours en FEST, ce n'est pas forcément référence à un parcours qui va être réalisé intégralement en situation de travail. Hein, on peut mélanger de la FOAD, du blended, de la formation interne, de la formation externe et de la FEST. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça peut être un module dans le cadre d'un module plus large qui va mêler toute une série de types de formations particuliers. Hein, ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, la FEST peut être réalisée soit en formation interne. On a tendance parfois à croire qu'elle ne peut être réalisée qu'exclusivement en formation interne. Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez être accompagné aussi par un prestataire externe voilà, qui va vous accompagner dans le contenu pédagogique, dans le montage du processus et puis dans la réalisation elle-même de l'action de formation. Je vous avais mis après 3 types d'exemples hein, de formation en situation de travail dans le cadre d'un processus d'intégration d'un nouveau salarié, de la prise d'un nouveau poste ou de développement de compétences complémentaires sur un même poste de travail. Je vous laisse découvrir ces éléments-là. Il n'y a pas grand-chose à commenter là-dessus. La formation de tuteur est-elle obligatoire? Alors, la formation de formateur-tuteur n'est pas obligatoire aujourd'hui dans le Code du travail, notamment dans le cadre de la formation interne. Alors, il faut distinguer. Quand on est formateur interne dans une entreprise, on va utiliser seulement le terme de formateur, parce que le tuteur, ça veut dire aussi parfois autre chose. Ça fait référence aux formations en alternance. Le terme de formateur interne, il n'y a pas d'obligation de qualification de formation préalable. Les entreprises sont invitées à former à la pédagogie leurs formateurs internes, mais il n'y a pas d'obligation légale en tout cas. Hein. Comment financer l'ingénierie préalable à la FEST? Alors, l'ingénierie préalable, c'est-à-dire toute l'ingénierie de formation qui pourrait être préalable pour construire un parcours de formation en situation de travail, est en principe éligible à la plupart de nos financements, parce que l'ingénierie de formation fait partie intégrante des coûts pédagogiques d'un parcours de formation. A-t-on besoin d'un OF dans l'élaboration conduite d'une FEST? La question, c'est oui ou non. Alors, la FEST, c'est quelque chose qu'on maîtrise sans doute tous un peu mal aujourd'hui, puisque le dispositif est nouveau. Nous-mêmes, en tant qu'OPCO, on réfléchit au type d'accompagnement qu'on pourrait vous proposer, passer par des prestataires externes qui vous proposent un accompagnement, le réaliser par nos conseillers formation. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion autour de cette dimension-là pour vous accompagner au mieux dans les mois et les années à venir.
Après, ce que je peux vous inciter, ce que je peux vous conseiller pour le moment, c'est si vous souhaitez vous lancer dans ce type de modalité pédagogique, c'est de démarrer les premiers parcours avec l'aide de vos conseillers formation, justement, pour être accompagné, pour réfléchir à plusieurs, et puis pour s'assurer que les 4 critères qui sont formalisés dans la diapositive précédente sont bien là, notamment les phases réflexives qui sont fondamentales, les phases d'évaluation, et puis la présence d'un formateur. Voilà. Dernier élément, l'entretien professionnel et les obligations sociales des entreprises. Alors là-dessus, il y a eu des évolutions, alors qui ne sont pas issues de décrets, qui sont issues plutôt du ministère et des différents retours qu'on a pu avoir du ministère sur ces problématiques de l'entretien professionnel. Pour rappel, il y a 2 grands types d'obligations en France en termes d'entretien professionnel. Il y a une obligation générale pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui est de réaliser 3 entretiens sur 6 ans, donc 3 entretiens entre mars 2014 et mars 2020. Donc ça signifie un entretien sur une première phase de mars 2014 à mars 2016, un deuxième entretien entre mars 2016 et mars 2018, et un troisième entretien entre mars 2018 et mars 2020. Voilà. Donc les 3 entretiens sur les 6 ans, c'est 3 entretiens sur des plages calendaires fixes et définies à l'avance, de mars à mars, qui est la date d'anniversaire en fait de la loi de mars 2014. Donc cette obligation des 3 entretiens, elle est maintenue, elle perdure toujours, et puis il y a toujours l'obligation de vérifier que le salarié respecte 2 critères sur 3, à savoir il doit avoir bénéficié d'une action de formation, de VAE et d'une progression salariale ou professionnelle. Donc ces éléments-là, ils visent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Par contre, leur non-respect ne justifie plus le prononcé d'une sanction fiscale. Voilà. Donc ça signifie concrètement, on dit, là sur la diapositive, je parle de non-respect si non-respect est sanction sociale, la sanction sociale c'est quoi? De dire, voilà, il n'y aura pas de pénalité financière pour l'entreprise. Par contre, il pourra y avoir une pénalité qui sera formalisée par le Conseil des prud'hommes. Voilà, c'est-à-dire en cas de conflit devant le juge, et ça vaut là également du coup pour les moins de 50 ETP. En cas de conflit par le juge, le salarié pourra mettre en avant notamment, vous savez, la fameuse notion jurisprudentielle de perte de chance, c'est-à-dire la perte de chance d'accéder à un nouvel emploi, la perte de chance d'avoir développé suffisamment son employabilité, et donc l'entreprise pourra être sanctionnée dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, donc la nouveauté de la réforme, donc l'entreprise peut être sanctionnée fiscalement, dès lors évidemment que les 3 entretiens n'ont pas été réalisés, ça c'est le premier élément, et puis également dès lors que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation autre que obligatoire dans le cadre de ces 6 dernières années, donc dans le cadre de la période mars 2014 à mars 2020. Donc dit indirectement, ça veut dire que tout salarié doit bénéficier d'une action de formation autre que obligatoire au cours des 6 années concernées. À défaut, le montant de la sanction financière a été formalisé par le Code du travail, c'est 3 000 € pour tous les salariés, quel que soit leur type, CDI, CDD, peu importe. Quid de ces obligations pour les personnes arrivées après mars 2014? Une personne qui est arrivée, c'est un mécanisme cyclique en fait, donc une personne qui est arrivée au 1er janvier 2015, eh bien, on devra vérifier le respect des obligations au 1er janvier 2021, sur la période à partir du 1er janvier 2021. Donc ça, c'est pareil, c'est un problème parce que ça signifie qu'en gros, il faudrait contrôler les obligations sociales à chaque date d'anniversaire de recrutement de l'embauche du salarié, tous les 6 ans, au bout de 6 ans. Donc il y a des mécanismes sans doute d'organisation administrative de ces problématiques qui sont à mettre en place. Quelles sont les formations considérées comme obligatoires? Alors, quelles sont les formations considérées comme obligatoires? Et on va en terminer là-dessus. C'est bien là le problème. C'est-à-dire que la loi a défini ce qu'était une formation obligatoire. Alors, je vous cite la loi. Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Donc, c'est un parcours qui est visé par un texte légal, qui vise une action de formation précisément identifiée et dont le suivi est obligatoire pour exercer une fonction ou une activité. C'est ce dernier item qui est important. En fait, le message que je veux vous faire passer ce midi, c'est que on a tendance à confondre les formations obligatoires au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire toutes les formations obligatoires que vous pouvez rencontrer en matière de sécurité,
en matière d'adaptation au poste de travail et autres. Et puis, la notion de formation obligatoire au sens de l'entretien professionnel. Les deux notions sont différentes. Quand on parle de formation obligatoire au sens de l'entretien professionnel, c'est une formation obligatoire qui est strictement indispensable pour que le salarié puisse continuer à exercer son activité professionnelle. Vous voyez, le champ est beaucoup plus restreint que le champ des formations obligatoires classiques. Alors, personne ne s'est risqué à lister l'ensemble des formations obligatoires au sens de l'entretien professionnel, mais si on fait un petit parallèle avec ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, un FIMO, un permis de conduire routier, est une formation obligatoire au sens de la définition de l'entretien professionnel, puisque le FIMO doit être renouvelé tous les 5 ans, et s'il n'est pas renouvelé, je n'ai plus le droit de conduire mon camion. Donc ça, c'est bien une formation obligatoire qui conditionne l'accès à mon activité. Même chose dans la pharmacie, pour le certificat de compétence pour les personnes en charge de la promotion des médicaments, pour les visiteurs médicaux, idem, c'est une formation obligatoire. Et donc, si un visiteur médical n'avait suivi que cette formation-là au cours des 6 dernières années, l'entreprise pourrait être pénalisée à hauteur de 3 000 €. Voilà. Par contre, à contrario, un CACES, ou l'autorisation de conduite, qui est une formation obligatoire, n'est pas forcément... le CACES en tant que tel, puisque par défaut il y a l'autorisation de conduite, n'est pas forcément obligatoire pour poursuivre son activité. On peut se contenter d'une autorisation de conduite. Le CACES, c'est un plus. Donc du coup, le fait de le suivre permet de répondre à l'obligation de formation tous les 6 ans. Vous voyez ? Voilà, donc il faut vraiment avoir cet élément-là en tête, prendre du recul sur le risque de pénalité financière et comprendre que le champ de la formation obligatoire au sens de l'entretien pro, il est quand même relativement restreint en termes de volume. Voilà. Qui va faire les contrôles L'inspection du travail, évidemment, en cas de contrôle. Ça peut être aussi, alors c'est pas un contrôle au sens stricto sensus, mais ça peut être aussi les IRP, qui dans le cadre, je vous rappelle que vous ferez en 2020 un bilan des entretiens professionnels et du pourcentage de formation, du pourcentage d'accès à la formation dans votre entreprise. Et là, les partenaires sociaux pourront vous mettre la pression et dire, voilà, Monsieur Dupont n'a pas été formé au cours des 6 ans, et donc on incite fortement l'entreprise à verser les 3 000 € sur le compteur du salarié. Voilà, ça peut être aussi l'entreprise elle-même qui s'auto-sanctionne, ça peut être ça aussi. Et sachez que dans le cadre du portail CPF, la Caisse des dépôts aujourd'hui travaille actuellement à un portail qui permettra à l'entreprise de verser directement les 3 000 € sur le compteur du salarié. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui est important à mettre en place, à réfléchir. Alors vous bénéficiez de l'élargissement de l'action de formation, forcément, puisque là, quand on parle d'action de formation non obligatoire, on parle d'action de formation non obligatoire au sens de la définition élargie, et de manière de surcroît rétroactive. Donc ça veut dire qu'un salarié, par exemple, qui aurait suivi un colloque d'information sur les parfums dans la chimie, par exemple, en 2016, eh bien, en principe, a répondu à son obligation ça permet de répondre à son obligation de formation. Voilà. Donc prendre un peu de recul sur tout ça, en sachant quand même que la pénalité, elle existe, et que sans doute, il y aura des contrôles en 2020. Alors derrière cette logique de pénalité, il y a aussi de savoir si l'entreprise réellement joue le jeu de la formation professionnelle ou pas. Il y a également cet élément-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si vos entretiens n'ont pas été réalisés ? Ça peut arriver aussi. Je vois une question d'une entreprise d'un salarié qui dit j'ai pas bénéficié d'entretien. Alors il y a un garde-fou qui est un peu compliqué à mettre en œuvre quand même. C'est la loi prévoit la possibilité de réaménager la périodicité des entretiens par accord d'entreprise. Voilà. Donc réaménager la périodicité, ça veut dire la possibilité de fixer 3 entretiens sur 6 ans. Voilà, mais par exemple, les 3 auraient lieu en 2019 et en 2020. Alors, en termes d'efficacité, c'est évidemment des questions à se poser. Par contre, en termes de légal, ça permettrait de rentrer dans les clous si jamais les entretiens n'avaient pas été réalisés par le passé. Voilà. On peut également envisager de fixer seulement 2 entretiens tous les 6 ans, ce qui permet aussi de ne pas être sanctionné si on a commencé tardivement, voire même fixer un seul entretien pour la période 2014-2020. Mais tout ça, ça doit être validé par un accord d'entreprise. Voilà. Et si aucun des salariés n'a été formé à ce jour, eh bien là, on vous invite à bénéficier de l'élargissement de l'action de formation. Il n'y a pas de pénalité pour les entreprises de moins de 50 salariés. La pénalité financière des 3 000 ne vise que les plus de 50. Les moins de 50, le seul risque qu'ils ont, c'est d'être condamnés en cas de conflit devant les prud'hommes, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, et là, ce sera sur la base des 3 critères qu'on a évoqués tout à l'heure, le droit à une formation, le droit à une certification, le droit à une évolution salariale et professionnelle.
Comment avoir la liste des formations obligatoires par poste? Alors, il n'existe pas officiellement aujourd'hui, donc il y a un travail à faire, très franchement, hein, de la part de vos entreprises, des branches professionnelles aussi peut-être, pour définir les formations obligatoires au sens de l'entretien pro. Si le salarié refuse l'entretien professionnel, eh bien, le conseil qu'on vous donne, c'est de constater le refus et donc de formaliser une sorte de procès verbal de refus, enfin un document simplement écrit dans lequel le salarié renonce officiellement à son droit à bénéficier de l'entretien professionnel. Après, derrière, on a des doutes quand même sur l'efficacité juridique de ce type de document, étant donné qu'il y a un grand principe en droit du travail qui consiste à dire qu'un salarié ne peut pas renoncer à un droit. Et ce principe-là vaudrait aussi en matière d'entretien professionnel. Voilà. Y a-t-il une durée minimale des formations? Non, il n'y a plus de durée minimale des formations. Les durées minimales de formation, les bonnes durées, sont celles qui sont adaptées à la cohérence des objectifs pédagogiques. Si je souhaite apprendre le japonais en 2 jours, évidemment, la durée est trop courte. Par contre, si je souhaite développer des compétences, améliorer mon anglais, voilà, passer d'un niveau 700 à 750 en anglais, 5 jours, ça paraît adapté. Voilà, vous voyez, donc la bonne durée, c'est la durée adaptée à l'objectif de compétences professionnelles qui est visé. Si l'entreprise est créée en 2018 pour l'entretien pro, les questions se poseront en 2024, en effet. Et pour terminer, le support, vous l'aurez. Hein. Pour terminer, un point rapide sur la création de l'OPCO2I. L'OPCO2I, donc, vous avez forcément entendu parler de la création des OPCO, c'est un des éléments majeurs de la réforme aussi. Les opérateurs, les OPCA sont transformés en OPCO, alors temporairement au 1er janvier 2019 pardon, et définitivement au 1er avril 2019. Donc, le mécanisme il est simple à comprendre. Hein. Il y a une volonté de regroupement des 20 OPCA actuels, voilà, pour les regrouper par filière économique, par filière métier, pour avoir plus de cohérence dans la gestion des fonds de la formation professionnelle et pouvoir favoriser en fait la mutualisation des passerelles entre les métiers, favoriser le travail par grands secteurs professionnels. Donc, on avait 20 OPCA en 2018, on a 11 OPCO en 2019. C'est créé un grand OPCO de l'industrie, voilà, avec le 19 décembre dernier la signature de l'accord constitutif de l'OPCO inter-industrie, l'OPCO2I, voilà, et puis son agrément par arrêté ministériel au 1er avril 2019. Alors sachez que, c'est simplement le message qu'on peut vous faire passer, pour l'année 2019, rien ne change pour vous. C'est-à-dire que l'OPCO2I a délivré un mandat de gestion à l'association DEFI afin d'assurer la continuité et la qualité du service aux entreprises et à leurs salariés. C'est-à-dire que rien ne change en termes de périmètre. DEFI est toujours agréé pour le périmètre de nos 5 branches professionnelles. Et puis, rien ne change en termes de champ. Hein, nous avons toujours les mêmes entreprises, vous avez toujours les mêmes conseillers formation, les mêmes délégations territoriales, les mêmes AGF. Et donc, rien ne change. Si changement il doit y avoir, ça ne sera pas avant le début de l'année prochaine. Quid des entreprises qui n'ont pas de CCN, qui n'ont pas d'OPCO? Alors dans ces cas-là, dans le cadre de la réforme des OPCO, la dimension interprofessionnelle a été supprimée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas d'OPCO, initialement, par le passé, devait aller soit chez AGFOS, soit chez Opcalia. Demain, l'entreprise, dans cette situation-là, devra déterminer l'OPCO dont l'activité, dont le secteur, dont le champ lui correspond le plus et le plus proche de son activité réelle. Voilà, donc si on prend l'exemple d'une entreprise qui relève du secteur de l'industrie au sens large, mais qui ne relève pas d'une branche professionnelle ou d'un accord de branche professionnelle, et bien dans ces cas-là, il rejoindra l'OPCO2I. S'il relève plus du périmètre de la santé, il rejoindra l'OPCO santé, etc., etc. Voilà. Donc chaque OPCO a la possibilité désormais de capter des entreprises qui ne relèvent d'aucune branche professionnelle sous réserve que leur périmètre d'activité soit similaire au leur. Voilà, on a un peu débordé, j'en suis désolé, mais vous avez vu que le contenu était quand même relativement riche, et c'est malheureusement difficile si on souhaite répondre aux questions de tenir en 3 quarts d'heure. N'hésitez pas à contacter vos conseillers formation, je le répète sans cesse, hein, ils sont là pour vous accompagner. Rendez-vous le 4 juin, comme le dit Anne-Gaëlle, pour le webinaire CPF. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à la plupart de vos attentes. On n'a pas traité la problématique de la collecte, faute de temps, j'en suis désolé. On le retraitera au cours d'un prochain webinaire, ou alors n'hésitez pas à poser votre question à votre conseiller qui vous répondra ou qui me transmettra votre question et on vous répondra par ce biais-là. Voilà.
Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Vous étiez très nombreux. Je vous souhaite un bon déjeuner à toutes et à tous, un bon week-end qui arrive demain. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire début juin consacré au CPF. On ira plus loin dans l'analyse du dispositif du CPF. Voilà, à très bientôt et au revoir.